Bonjour, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et le siège de la principale institution financière panafricaine, la Banque africaine de développement. Elle abrite également la Bourse des valeurs régionales. La capitale ivoirienne ambitionne d'être la capitale numérique et le centre de production audiovisuelle pour l'Afrique francophone, à l'instar de ce qu'est Lagos pour le phénomène mondial qui est devenu Nollywood. Pour parler des attraits culturels et économiques de la Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir d'accueillir Lika Doucouré Sall, qui est directrice générale de Crystal Crédit Afrique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Crystal Crédit Afrique, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Crystal Crédit, qui est basée donc à Lyon en France et à Miami aux États-Unis. Donc le bureau d'Abidjan a été ouvert en fait pour couvrir les besoins de nos clients sur l'Afrique. Donc nous faisons de l'analyse de risque crédit. Donc c'est-à-dire c'est une entreprise Crystal Crédit, c'est une entreprise privée qui fait de l'analyse du risque solvabilité sur des entreprises pour des assureurs, des banques, des industriels, des investisseurs. À ma gauche, maître Marc Sage, avocat, cabinet Danton. Oui. Moi-même, je suis avocat au barreau de New York et au barreau de Paris. Et j'ai travaillé aussi bien aux États-Unis, à peu près une vingtaine d'années, en France et également en Afrique pendant 5 ans auprès de gouvernements, auprès de ministère des Finances, dont le ministère des Finances, le ministre Abdoulaye Koné à l'époque. Et nous sommes un cabinet qu'on dit international. Nous disposons de à peu près 115, 120 bureaux à travers le monde, dans 65 ou 70 pays. Martine Ducoulommier, présidente de l'UFE en Côte d'Ivoire, l'Union des Français de l'étranger, mais également productrice, puisque vous êtes la directrice générale d'une boîte de production, Dialogue Production. Alors, excusez-moi, c'est pas du Coulommiers, c'est du Coulombier. Du Coulombier. Ce n'est pas grave. L'Union des Français de l'étranger, c'est une association internationale qui regroupe 170, enfin des Français vivant dans 170 pays du monde, qui existe depuis 90 ans. On a fêté les 90 ans cette semaine à Paris d'ailleurs. Et à part ça, Dialogue Production, c'est une agence de communication, comme vous l'avez indiqué, qui existe quant à elle depuis plus de 30 ans et qui est spécialisée effectivement dans les éditions à caractère économique et la production audiovisuelle. Et pour terminer, Philippe Batreau, oui. Directeur de la French Tech à Abidjan, qui a été lancée en 2015, si je ne m'abuse, mais vous êtes également membre de la société Epistrophe. Oui, alors je suis directeur général de la société Epistrophe que j'ai implantée en Côte d'Ivoire en 2010. C'est une agence web et de communication digitale spécialisée dans les sites web. Et je suis non pas directeur, mais cofondateur de la French Tech d'Abidjan, qui est un réseau d'entreprises françaises et ivoiriennes qui fait le pont entre la Côte d'Ivoire et la France. Ma première question va être à Martine Ducoulombier. La présence française en Côte d'Ivoire, quels sont les secteurs stratégiques aujourd'hui ? Stratégiques, disons que, actuellement, le consulat regroupe à peu près, enregistré environ 22 000 Français, dont au moins la moitié sont des binationaux. Dans ces 22 000 Français, la plupart sont effectivement là pour des raisons totalement d'affaires, parce que les affaires marchent plutôt bien en Côte d'Ivoire. Et actuellement, en raison justement du développement économique qui, malgré tout, continue, nous avons de plus en plus de Français, même de jeunes Français qui arrivent. Lika Doucouré Sall, la Côte d'Ivoire a eu l'année dernière un taux de croissance de près de 9,8%. Elle a donc renoué avec la croissance après des années de crise. Quelles sont aujourd'hui les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ? Alors, c'est Lika Doucouré Sall. Donc les opportunités d'investissement, elles sont assez nombreuses en Côte d'Ivoire. En témoigne le phénomène de RIPAT, des jeunes cadres qui travaillaient à l'étranger et qui sont revenus s'installer et investir en Côte d'Ivoire au vu de, comme vous dites, la croissance qui est assez exceptionnelle. Aujourd'hui, on a plusieurs secteurs qui sont porteurs dans l'économie. Il y a les secteurs traditionnels, bien sûr, l'agriculture, les mines,
tout ce qui est BTP. On a aussi des nouveaux secteurs qui sont très porteurs, notamment donc les nouvelles technologies, vous pouvez le confirmer, qui sont des secteurs qui attirent énormément les investissements, qui s'adressent à la fois à la population ivoirienne et à l'administration. Donc ce sont des secteurs, des postes en fait qui sont assez demandeurs en nouvelles technologies, et on assiste effectivement à un boom, on va dire, des nouvelles technologies en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. À propos d'administration, je vous propose de suivre tout de suite un reportage sur l'administration ivoirienne. Dans notre domaine d'activité, nous sommes amenés à travailler avec différentes administrations, puisque si c'est l'aide publique au développement qui finance la plupart des projets, ce sont les administrations locales qui sont chargées de les réaliser. Nous sommes donc confrontés à des collaborateurs qui sont des fonctionnaires de l'État, qui travaillent dans les ministères dédiés à l'eau. En Côte d'Ivoire, de manière générale, ça se passe bien. On a évidemment des fonctionnaires qui sont plus ou moins motivés, mais je dirais comme dans toutes les institutions. Par contre, c'est vrai que globalement, il faut faire preuve de patience et d'abnégation et avoir un petit peu de recul et d'expérience pour naviguer dans les méandres de l'administration. Maître Sage, ma question sera pour vous, puisque vous avez été longtemps conseiller, ou vous continuez d'ailleurs à conseiller plusieurs gouvernements. Quelle est votre réaction à la suite de ce reportage ? La première, je dirais que c'est... je ne connais pas d'administration qui soit rapide, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Russie ou en Côte d'Ivoire. Et la deuxième, c'est que je trouve que le grand avantage de la Côte d'Ivoire, et je pense que ça imprègne l'administration, c'est que c'est un pays de grande culture juridique. Et que si on peut noter de temps en temps des lenteurs, elles sont plus dues aux problèmes juridiques qu'ils connaissent bien, et au traitement de ces problèmes juridiques, qu'à toute lenteur, je dirais, un peu inhérente à toute administration, quel que soit le lieu géographique où elle est située. En complément de ce que vous disiez sur l'économie et l'administration, peut-être que ça touche également à ce sujet. Je crois qu'on voit en Côte d'Ivoire, mais vous serez, vous qui habitez en Côte d'Ivoire, vous me direz si je me trompe, mais je ne crois pas. Il y a une résurgence de création d'entreprises et un dynamisme de l'entrepreneuriat qui est notable. Et là, vu de ma fenêtre, je dirais que je le vois en particulier à travers les avocats. Les cabinets d'avocats sont absolument excellents en Côte d'Ivoire. Et il y a vraiment, j'insiste vraiment sur cette tradition juridique, le droit en Côte d'Ivoire, au contraire de beaucoup d'autres pays, où le droit était souvent créé par les investisseurs étrangers au moyen de leurs contrats lorsqu'ils faisaient les investissements. Le droit en Côte d'Ivoire a toujours été considéré comme un acteur du développement. Et on le constate maintenant. Philippe Battraud, tout le monde s'accorde à dire que pour développer une économie, il faut savoir accompagner les petites et moyennes entreprises, mais est-ce aussi aisé de les accompagner ? Aujourd'hui, plus que jamais, il est facile de créer une entreprise en Côte d'Ivoire. La création d'entreprises a été facilitée par la mise en place d'un guichet unique et des formalités simplifiées. Et en ce qui concerne le numérique, on a parlé de près de 10% de croissance pour l'économie en général. Pour le numérique, c'est une croissance à 2 chiffres. Et qui a été facilité par tout un justement corpus juridique qui a été mis en place ces 5-6 dernières années pour faciliter à la fois l'entrepreneuriat et le développement du numérique. Au titre du développement du numérique, on a eu par exemple la baisse de la TVA sur les produits informatiques ou en matière de confiance dans l'économie numérique, un certain nombre de lois qui ont pu être prises pour accompagner l'émergence numérique en Côte d'Ivoire. Il y a encore à faire, bien sûr, mais nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la création des entreprises en Côte d'Ivoire. Martine Ducolombier, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui voudrait s'installer en Côte d'Ivoire ?
Premièrement, je lui conseillerais de prendre des informations auprès de toutes les personnes utilisables dans ce cas-là, les amis, les parents, etc. Mais il faut vraiment qu'ils prennent contact rapidement avec le CPC, c'est-à-dire le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, qui effectivement va les aider à réaliser toutes les formalités pour la création de l'entreprise, qui va les guider pour aller vers telle ou telle administration. Simplement, il ne faut pas être pressé. Enfin, je veux dire, en principe, une société peut se monter en 48 heures, mais bon, c'est tout à fait normal. Il y a quand même parfois des lenteurs ou des papiers différents qu'on vous demande et qu'il faut obtenir, etc. Je dois dire qu'il faut simplement ne pas être impatient, parce que c'est un pays où il y a effectivement des règles, et ces règles, il vaut mieux les suivre. Et ça fait partie de la sécurité de l'investissement. Absolument, parce que par la règles suite... ça permet la visibilité. Et il y a une chose, je voulais juste ajouter une chose peut-être, pour terminer sur le volet juridique, je dirais, c'est que la Côte d'Ivoire fait partie des 17 pays de l'OHADA. Et nous avons là l'exemple l'Organisation de droit des affaires. Pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui couvre d'ailleurs le droit commercial, enfin vraiment tous les aspects du droit des affaires. Et ça crée non seulement un cadre juridique commun aux 17 pays, ce qui est assez exceptionnel, même l'Europe a souvent du mal à créer ça, mais ça crée un marché. C'est-à-dire que vous pouvez vous implanter en Côte d'Ivoire et envisager grâce à ce cadre juridique uniforme, d'étendre vos activités dans d'autres des 17 pays de l'OHADA. Et ça, je pense que c'est important. Je voudrais rajouter qu'en plus d'un cadre juridique OHADA, on a aussi une monnaie commune à la zone, et qui est un grand facilitateur des affaires. Tout le cadre de la CEDEAO, et en sachant qu'il est fort probable que la CEDEAO... Enfin, bon, je ne voudrais pas rentrer dans le débat, mais il est question plutôt que la CEDEAO s'agrandisse avec la demande d'adhésion d'autres pays, notamment le Maroc. Le Maroc. Alors, et la Tunisie. on ne peut pas parler d'entreprise sans parler de formation. Je vous propose ce reportage sur la création d'un établissement d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Alors, créer une école en Afrique, pourquoi et comment Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment un besoin très important de formation des jeunes Ivoiriens et des jeunes Africains en général. Pourquoi en Côte d'Ivoire ? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui, après des années difficiles qu'il a traversées, connaît une croissance exceptionnelle de l'ordre de 7 à 8% par an, et par ailleurs est le pays leader et la locomotive de ce qu'on appelle la sous-région. Les pays limitrophes comme le Burkina Faso, le Mali, par exemple, dont les ressortissants viennent à Abidjan pour se former. Donc le besoin, il était certain. L'école française d'enseignement supérieur, il n'y en avait pas. De diplôme français, il n'y en avait pas. Donc l'IEA Abidjan, c'est une implantation exactement identique à l'IEA Paris à Abidjan, même cursus, même cours, des enseignants de Paris qui viennent dispenser leurs cours à Abidjan et des diplômes français. Lika Doucouré-Tsal a une réaction à ce reportage sur l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Alors, comme c'est déjà dit, au niveau de l'enseignement, il y a énormément d'efforts qui sont faits, tant par l'administration que par le secteur privé. Comme on disait, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance très élevé. Cette croissance demande des personnes qualifiées pour l'accompagner et la pérenniser. Donc effectivement, il y a de nombreux efforts qui sont faits au niveau de la formation, sachant que déjà sur place, en Côte d'Ivoire, on trouve de très très bons techniciens. Notamment au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies, au niveau mathématique. On a les entreprises qui sont créées ont la possibilité de trouver du personnel tout à fait qualifié sur place. Il y a des secteurs en revanche qui pêchent au niveau de la formation parce que ils ont été moins mis en avant que d'autres secteurs. Comme le disait Monsieur Sage, tout est question de patience par rapport à ça. Tout ne peut pas être fait en 2 jours. Ça va venir. Au niveau de la formation, il y a des jalons qui sont mis en place pour arriver à on a une population qui est très jeune et qui
qui demain sera à la tête d'entreprises, à des postes clés dans des entreprises, cette population jeune a besoin d'être formée. Donc il y a des jalons qui sont mis en place pour arriver à cela. Philippe Battraud, très rapidement, quels sont les besoins en formation aujourd'hui, notamment dans un secteur comme le vôtre, le numérique? Alors le numérique, bien sûr, on a besoin de codeurs, et comme vient de le dire ma voisine, il y a en effet d'excellentes écoles d'informatique, et notamment, je voudrais citer l'INPHB et les ATIC, qui est une école publique. Je voudrais revenir sur l'IEA d'Abidjan, qui est la seule école française à s'être implantée. Concernant les autres écoles françaises, ce sont des partenariats avec des universités locales. Voilà, avec des universités. Alors que là, il s'agit d'une école française qui est venue s'implanter et qui répond aussi à un besoin dans le digital et dans le numérique qu'on oublie souvent, c'est le côté management. Souvent, on pense qu'on a besoin que de codeurs en matière de développement du numérique, mais on a aussi besoin de managers, et on a besoin de juristes, on a besoin d'économistes qui sont rompus au numérique. Donc pas que des codeurs, on a vraiment besoin de codeurs, mais aussi les autres fonctions de management dans l'entreprise pour le digital. Martine Ducolombier, est-ce que vous avez vu, je rappelle que ça fait 54 ans que vous vivez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu évoluer justement cette formation dans l'enseignement supérieur? Oui, je l'ai vu évoluer et je dois dire que ça ne peut que s'améliorer. Par exemple, récemment, j'ai appris qu'il y avait à l'étude un projet d'équivalence des diplômes entre la Côte d'Ivoire, de haut niveau, entre la Côte d'Ivoire et la France, qui va favoriser effectivement la carrière des jeunes Ivoiriens. Il y a par ailleurs une initiative dont on va peut-être parler, c'est le lycée français qui, en partenariat avec l'université de Grenoble, a créé une prépa spéciale pour des jeunes qui, en principe, viennent souvent de milieux un peu défavorisés, mais qui sont très brillants. Et donc, ça leur permet de faire leur prépa à Abidjan même, avant même de regagner, avec déjà beaucoup d'expérience d'une certaine manière, avant de gagner Grenoble, etc. Mais je voulais quand même ajouter une chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'enseignement supérieur, certes. Seulement, en Côte d'Ivoire, il y a aussi un enseignement qui est relativement, franchement, déficient, on peut le dire, parce que c'est pas vraiment assez développé, on n'en parle pas assez, c'est peut-être pas assez glorieux. C'est tout ce qui concerne l'enseignement technique. C'est-à-dire les techniciens dans le bâtiment, dans l'électricité, dans la plomberie, dans tous ces secteurs-là, manquent terriblement. Et effectivement, on parle plutôt de formation haut niveau, supérieur, mais cette tranche qui est très importante pour les entreprises, pour l'instant, franchement, de gros efforts devraient être faits. Nous allons marquer une pause. Alors pour éviter les écueils, il y a un facteur dont il faudrait tenir compte, ce sont les différences socioculturelles. Je vous propose de regarder ce sujet sur les différences interculturelles dans le cadre de la formation. Les étudiants de l'IEA à Abidjan sont des étudiants, pour la majorité d'entre eux, ivoiriens,
dont on peut dire qu'ils ont un niveau de qualité. Ils ne rentrent à l'IEA de toute façon que s'ils ont évidemment leur baccalauréat pour rentrer en première année, mais aussi des années validées au fur et à mesure du cursus ou des licences pour rentrer en master. Les règles sont exactement les mêmes qu'à Paris, elles sont tout aussi rigoureuses et pour la majorité d'entre eux, ils y répondent. Donc pas de souci de ce côté-là. Les seules choses qu'on pourrait observer, c'est des différences d'habitude, des différences de comportement. Alors il faut être un petit peu affirmatif au début pour leur imposer des horaires, des tenues, un peu de rigueur. Mais tout ça s'adapte très très rapidement et il n'y a vraiment aucune difficulté. Lika Doucouré-Tsal, du fait de la forte présence d'expatriés à Abidjan, la capitale a toujours été considérée comme une capitale très occidentalisée. Est-ce que les différences interculturelles se font ressentir dans le cadre du travail ? Oui, effectivement. La Côte d'Ivoire a toujours été tournée vers l'international. Donc, on a effectivement plusieurs communautés qui cohabitent à Abidjan, notamment dans le milieu des affaires. Au niveau des différences interculturelles, oui, il y en a énormément. Comme je vous disais, on a un phénomène de repat, donc des gens qui reviennent créer des entreprises, qui sont habitués Le retour de la diaspora. Voilà, tout à fait. Donc, ils sont habitués à travailler aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, ils reviennent avec certaines habitudes et qui aimeraient bien pouvoir les transmettre localement, faire partager voilà, des cadres sur place, des étudiants sur place. Donc, on retrouve en fait, quand on discute avec des personnes de la diaspora ou des personnes qui viennent de nationalités différentes, on retrouve voilà, un peu tous la même problématique de comment passer au-delà des différences culturelles pour pouvoir réellement échanger. Maître Marc Sage, pour avoir travaillé dans plusieurs capitales africaines, vous connaissez bien cet adage, les Occidentaux ont la montre et les Africains ont le temps. Est-ce que vous l'avez vécu, ça ? Les Africains ont le temps, oui, absolument. La notion du temps est différente. Mais je vais peut-être être un peu dissonant sur les différences culturelles parce que dans le milieu juridique, nous n'avons pas ça du tout. Quand je suis arrivé, alors il y a très longtemps, à Abidjan, j'avais passé 5 ans à New York. Et au bureau du ministre des Finances, je n'ai vu aucune différence par rapport au travail à New York ou au travail à Paris. Alors peut-être que le juridique est un langage un peu universel comme la musique, c'est peut-être un peu différent, mais je vois que dans les technologies, l'uniformisation se fait de la même manière. Donc dans le domaine du juridique, il y a qu'un seul domaine où je dirais il y a eu vraiment une différence, mais ce n'est pas une différence socio-culturelle, bien que ça touche à ça, c'est le domaine du droit du foncier qui est resté un droit coutumier. Pour le reste, je dois dire que... Les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. En plus, il y a beaucoup de globalisation et d'uniformisation. Il faut prendre en compte certaines différences. Le temps en est une, mais l'aboutissement... C'est un contrat, c'est une loi, c'est une réglementation et je n'ai pas vu beaucoup de différences sur les 3 continents. Je vous propose de marquer une pause.
Martine Ducoulombier, depuis l'attentat de Bassam en 2016, on a constaté que la Côte d'Ivoire n'était pas à l'abri de la menace terroriste, mais il y a eu également tout au long de l'année dernière plusieurs mutineries au sein de l'armée. La sécurité est une préoccupation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La sécurité est une préoccupation. Ça fait exactement 2 ans d'ailleurs l'attentat de Bassam. C'est une préoccupation, mais finalement, assez bizarrement, on dirait qu'on s'habitue à tout et qu'on s'habitue un peu à la notion de risque. On ne peut pas vivre en pensant qu'on a en permanence une menace sur la tête. Donc peut-être qu'on vit de temps en temps comme en dansant sur un volcan, mais on est conscient qu'il y a des problèmes et que la Côte d'Ivoire ne peut pas malheureusement s'en estimer épargnée, c'est pas possible. N'empêche que pour l'instant, c'est business as usual et tout le monde vit normalement. Philippe Batro, y a-t-il des comportements à avoir aujourd'hui? Des comportements à quel niveau? Au niveau sécuritaire à adopter? Il faut être prudent et en effet, mais dans quelle partie de la planète sommes-nous aujourd'hui À l'abri. Donc en Côte d'Ivoire, pas plus ni moins qu'ailleurs. Hein. Et donc il faut évidemment, si on est français, on évite, mais même les locaux, d'aller dans certains quartiers à certaines heures. Hein. Et moi, quand je suis sur place, dès qu'il fait nuit, je suis soit en voiture avec quelqu'un pour m'accompagner, soit à l'intérieur. Comme à Paris. Comme à Paris. Oui. Kadokore Nsal, de manière générale, les expatriés à Abidjan ont des quartiers de prédilection. Hein. C'est la Riviera, les 2 plateaux, Cocody. Quels sont les quartiers les plus prisés aujourd'hui par les expatriés? Alors, les quartiers les plus prisés, historiquement, ce sera Cocody, donc avec les 2 plateaux, la Riviera. Ce sera principalement aujourd'hui la zone 4, où il y a la plus forte communauté d'expatriés. On se promène en zone 4 comme à Paris. Donc il y a effectivement des quartiers que les expatriés affectionnent plus pour vivre et faire leurs courses et monter leurs affaires. Alors je vous propose de suivre ce sujet sur le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Le coût de la vie à Abidjan est relativement élevé. De manière générale, le rapport qualité-prix en Afrique de l'Ouest est assez mauvais. Mais Abidjan est une ville importante qui se développe, dans laquelle il y a de l'inflation, on a donc des coûts très importants. Les secteurs dans lesquels on va le retrouver assez rapidement sont le logement, le transport, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, où pour un niveau de qualité similaire, vous allez payer beaucoup plus cher qu'en Europe. Après, ce coût de la vie est relatif, puisque le mode de vie va déterminer le type de produit que vous consommez, et plus vous consommerez de produits importés, et plus le coût de la vie sera cher. Martine Ducoulombier, selon l'agence Ecofin, en 2017, Abidjan faisait partie du top 5 des capitales africaines les plus chères, devant Casablanca et Dakar. Quelles sont les raisons de la cherté de la vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je crois qu'il y a eu notamment une inflation dans le secteur de l'immobilier. Donc on a eu effectivement des loyers qui ont grimpé énormément, avec notamment le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement. Oui. Or, la BAD commence à envisager de délocaliser certains de ses bureaux. Et dans l'intervalle, énormément d'immeubles sont construits. Le résultat, c'est que les loyers, il faut le dire, baissent considérablement depuis 6 mois. Ça, c'est une chose. Maintenant, le coût de la vie, si vous voulez acheter des choses franco-françaises ou des artichauts ou des produits de ce genre, bon, effectivement, ça sera très, très cher. En fait, il faut manger local. Oui, mais enfin, on trouve localement d'excellentes choses. Franchement, personnellement, depuis effectivement très longtemps, puisque j'habite là très longtemps, je ne fais pratiquement mes courses au marché. Oui, au marché, ou bien j'achète des produits locaux dans les grandes distributions. Philippe Batro, vous avez d'autres exemples du coût de la vie en Côte d'Ivoire, en dehors du loyer? Je partage ce qui vient d'être dit. En effet, la vie locale, les produits locaux sont tout à fait accessibles, surtout pour des expatriés. Il y a un secteur peut-être qui reste encore très élevé et pas accessible à tout le monde, c'est le secteur de la santé. Même si des réformes ont été engagées ces derniers temps, il est encore à la peine. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, alors je confirme donc ce qui vient d'être dit par rapport au coût de la vie. Il y a deux secteurs qui restent très chers. Donc c'est accès à tout ce qui est connexion Internet, qui reste très élevé par rapport à d'autres pays plus occidentalisés. Et effectivement... C'est un peu vrai dans toutes les capitales africaines. Hein. Oui, oui. Et effectivement, tout ce qui est accès à la santé. Encore une fois, il y a des efforts qui sont faits, il y a des infrastructures qui sont mises en place, pas assez rapidement. La population continue d'augmenter très rapidement. On a une population qui est très jeune. Tous ces jeunes, il faut leur assurer des services de santé qui sont indispensables, qui sont basiques. Et les infrastructures n'évoluent pas assez rapidement en fait, pour faire face à cette évolution de la population. Donc au niveau de la santé, effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Dans les hôpitaux publics, on continue d'avoir des exemples de drames humains qui se jouent, qui ne devraient pas se jouer aujourd'hui. Mais voilà, on va dans le sens en fait, d'une modernisation de tout ce qui est secteur de la santé. Je dirais que ce n'est pas seulement une question d'infrastructure. En fait, il y a aussi la formation du personnel médical. Parce que quelle que soit la qualité des scanners, etc., si les personnes qui s'en servent ne savent pas utiliser correctement, si ce n'est pas bien entretenu, je crois que le principal problème, il est plutôt dans la formation du personnel que dans le secteur des infrastructures, parce que les infrastructures, effectivement... Il y en a qui existent. Oui, hein. Il y a un hôpital de référence qui va être ouvert très bientôt, là, sur plusieurs mère-enfant de Bingerville. En plus, bien sûr. Donc de ce côté-là, les infrastructures, ça progresse. Mais il y a un problème humain. Et on revient à la situation de la formation. Oui, c'est la formation qui... aujourd'hui, on parle d'émergence d'une Côte d'Ivoire. À l'horizon 2025. Voilà, à l'horizon 2020-2025. Donc, et l'émergence, ça passe avant tout par la formation, l'éducation et la formation. Maître Sage, peut-être une remarque sur... Non, je pense pas avoir quelque chose à rajouter, mais c'est vrai que la formation, c'est une question un petit peu qu'on retrouve depuis quelque temps déjà, mais surtout dans la formation de la santé. L'hôpital de Brazzaville, je me souviens, avait les mêmes problèmes il y a 30 ans. Et je crois que la formation locale est très importante. Moi, j'appartiens à la chaîne de l'Espoir, qui opère à peu près 6000 enfants du cœur par an. Et ils ont fait, après avoir construit un hôpital à Kaboul, un à Phnom Penh, on a construit à Dakar un centre de formation pour la sous-région. Et je pense que ça répondait à un vrai besoin, parce qu'il faut s'y atteler. Les ressources humaines sont là. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté, mais il faut vraiment s'atteler à cette formation. C'est fondamental. Je vous propose à présent un reportage sur le lycée français d'Abidjan, le lycée Blaise Pascal. Bonjour Paris et bienvenue au lycée Blaise Pascal d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, un lycée partenaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui scolarise environ 2450 élèves de la petite section de maternelle jusqu'au baccalauréat et même jusqu'à une classe préparatoire scientifique, préparatoire aux écoles d'ingénieurs de Grenoble. L'établissement propose beaucoup d'options, a beaucoup d'atouts, un établissement dans lequel nous avons des enseignements artistiques, des enseignements scientifiques, des enseignements sportifs et qui dispose également, notamment en primaire et au début du collège, d'une section internationale américaine. Nous sommes très heureux de vous avoir présenté notre établissement, le lycée français Blaise Pascal. Nous vous disons à bientôt et nous souhaitons une bonne continuation à tous les établissements de l'AEFE. Au revoir. Martine Ducoulombier, le lycée Blaise Pascal est un vieil établissement puisqu'il a été créé en 1981, si je ne m'abuse. Il a été longtemps perturbé à cause de la crise. Hein. On peut parler de renaissance aujourd'hui puisqu'il a même fermé ses portes. Absolument. Il a tourné au ralenti pendant la crise. Depuis qu'il a repris ses activités, aujourd'hui, est-ce que la vitesse de croisière est atteinte ? Écoutez, ça ne cesse de progresser en fait. Il faut être très clair.
Il faut dire aussi qu'après les incidents, si on veut parler ça d'incidents, qui ont amené la fermeture de l'école, après des destructions, etc., c'est important de noter que c'est l'État ivoirien qui a pris l'initiative de reconstruire et de refaire ce lycée. Parce qu'il a été très Oui, mais je endommagé veux pendant dire, la il l'a crise. fait sur ses propres moyens. Et il l'a fait également pour Mermoz, qui est également une très bonne école à Abidjan. Donc l'enseignement français en Côte d'Ivoire, il est vraiment très très bien assuré par ces établissements, qu'il s'agisse de Mermoz, qu'il s'agisse du lycée français, avec aussi la petite section, ou bien d'écoles privées qui se montent. De ce côté-là, je crois qu'on n'a pas trop de soucis. Je vous propose à présent un reportage sur la vie culturelle à Abidjan. Abidjan est une ville où on s'y sent très bien parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Culturellement parlant, c'est une ville qui bouge beaucoup et qui accueille énormément de festivals, que ce soit de musique, de mode, également des musées qui proposent des expositions de peinture, etc. Donc très intéressante, beaucoup d'activités, également sportivement parlant. Voilà, la Côte d'Ivoire a accueilli la Cannes, par exemple, l'année dernière, qui est un des plus gros événements sportifs d'Afrique. Donc une ville qui bouge beaucoup, ce qui rend la vie ici encore plus agréable. Les Kadokore-Etsal, il y a une expression ivoirienne qui est rentrée d'ailleurs dans le dictionnaire français, c'est Ondjaye. Alors comment se porte la vie culturelle à Abidjan ? Écoutez, je dirais qu'on s'enjaille bien à Abidjan, effectivement, comme vous le dites. Au niveau culturel, il y a vraiment de quoi faire. L'Institut français propose des programmations vraiment exceptionnelles toutes les semaines. Vous avez la Fabrique culturelle, la Case des Arts. Vous avez de nombreux musées qui proposent des expositions avec des artistes qui viennent de l'étranger, d'Afrique ou d'autres continents. Donc, il y a vraiment de quoi faire au niveau spectacle. On a de nombreux artistes qui viennent, qui sont invités à se produire à Abidjan. Donc, il y a de quoi faire. Un mot de la productrice que vous êtes, Martine Ducoulombier. Bon, je suis tout à fait d'accord sur la diversité et la qualité des distractions proposées en général. Si on parle d'une seule chose quand même, c'est le cinéma, puisque c'est un petit peu aussi mon secteur. Je crois que là, on n'est pas tous très très contents. En fait, on a un grand cinéma, c'est celui d'Hôtel Ivoire, le Majestic, qui produit majoritairement, essentiellement des blockbusters américains. Quant à la production locale, qu'elle soit ivoirienne, sénégalaise, en tout cas la production africaine, il est très difficile d'obtenir le droit d'exister en diffusion sur nos écrans. Et ça, c'est pas du tout normal. Parce que quels que soient les efforts que les gouvernements ou la francophonie souhaitent faire pour développer le cinéma dans nos pays, si les diffuseurs se comportent uniquement comme vendeurs de films américains, on n'est pas prêt d'y arriver. L'Institut français propose des productions locales. À propos de francophonie, il y a quand même le marché des arts et des spectacles. Oui, mais ça, c'est très bien. C'est très bien, mais généralement, ça ne touche pas trop le cinéma. Je crois que c'était... Marc Sage. Oui, c'est très important. Je voulais rebondir là-dessus parce que j'y pense depuis tout à l'heure. J'entends culture et c'est souvent associé. Il y a des artistes qui viennent de l'étranger. Et il y a un art local, il y a une histoire locale. Et je pense qu'il y a une chose, et ça fait partie de l'éducation, dès le niveau primaire et jusqu'à l'université, sur lequel il faudrait peut-être insister et qui n'est pas forcément fait, c'est apprendre l'histoire africaine et l'art africain qui remonte au XVe siècle, au XVIe siècle, le pays d'Ogon, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre et parce que ça donne aux enfants une fierté qui, après, je crois, les aide beaucoup. Le Quai Branly, et le musée du Quai Branly a une initiative assez formidable. Il filme en direct une exposition et ils l'ont montré à Abidjan dans une classe d'enfants. Ça sera le mot de la fin. Et puis, on rappellera également qu'il y a le fameux accueil ivoirien, Aquaba. À suivre dans le cadre du spécial Canada, dans 24 heures chrono 2018, une émission dédiée à l'implantation des sociétés au Canada. Et à 13h, destination la Suisse. Merci. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.
Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.